Thank you. Donc, un séminaire dans le Grand Amphi avec une phase un peu intermédiaire. On recommence doucement. Donc, j'espère qu'il y a du monde aussi de l'autre côté des écrans. Et donc, on a le plaisir d'avoir Jean-Noël, que tout le monde connaît ici. Donc, quand même un petit mot pour, par hasard, ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, Jean-Noël a fait sa thèse au LKB avec Franck Laloé, ensuite un postdoc à Innsbruck dans un groupe atome froid. Donc, une forte culture atome froid avant d'arriver au labo, officiellement de 2004 à 2012, où ensuite il a été recruté au LPTMC à Paris, toujours avec de fortes interactions avec le labo, donc on le voit encore très souvent. De par sa culture et tout ce qu'il a fait, il a un fort spectre qui va des atomes froids à la matière condensée. Et c'est dans ce spectre atome froid, matière condensée que se posent toutes ces questions de topologie des bandes. Et donc, Jean-Noël est particulièrement approprié pour nous parler de ce problème. On te remercie d'avoir fait le voyage. Merci Gilles, et merci Manu, merci Edwin et merci Stanislas pour l'organisation. Alors oui, moi ça me fait toujours plaisir de revenir ici, hein. C'est un peu comme rentrer à la maison. J'ai été dans ce labo assez longtemps et je vais encore régulièrement. J'ai beaucoup de copains, donc je suis toujours content d'être là. Et puis bon, évidemment, ça me fait très plaisir de refaire un séminaire presque pour de vrai. Alors on est encore tous masqués là. Donc le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, et je veux vraiment le faire comme un séminaire général, donc j'ai essayé de faire gaffe de ne pas me dire que j'allais parler à mes collègues avec qui je discute de ça depuis 10 ans régulièrement, mais de m'adresser à tout le labo. C'est la théorie des bandes, mais des aspects modernes de la théorie des bandes, qu'on peut appeler aspects topologiques ou géométriques de théorie des bandes. Donc en particulier, je me base sur un article de revue qui a été écrit avec un ancien du labo qui est Jérôme Kessel, qui était en thèse avec Gilles Montambeau il y a pas mal de temps, et puis avec un autre membre du labo ici qui est Frédéric Piéchon, avec qui on est en train d'écrire un article voilà, qui est presque fini. Donc j'ai un petit transparent sur l'histoire de la théorie des bandes et qui va me permettre de présenter le plan de l'exposé. Donc j'ai fait en 3 parties. Il y a la théorie des bandes comme on l'apprend à l'école. Alors ça, c'est la partie qui s'appelle les pères fondateurs. Et il y a les photos de Félix Bloch et de Rudolf Payers. Donc la théorie des bandes, pendant un moment, on a pensé qu'elle était finie dans les années 30 et qu'on avait bien compris ce que c'était. Et puis il y a des doutes qui sont apparus dans les années 50-70, où il y a pas mal de chercheurs, donc là j'en mentionne quelques-uns, Cohn, Luttinger, Blount, Laura Roth, qui ont commencé à soupçonner qu'il y avait certaines quantités de physique des solides qu'on ne calculait pas très bien en théorie des bandes, et c'est peut-être qu'on avait oublié quelque chose, et le quelque chose qu'on a oublié, ça s'est rapidement appelé les effets interbandes. Alors vous verrez que maintenant ça a plein d'autres noms, mais bon, on peut dire que ce sont les effets interbandes. Et le moment où ces anticipations et cette compréhension s'est vraiment figée, c'est quand on a été confronté à un problème expérimental qui était un énorme raté de la théorie des bandes, qui est l'effet Hall quantique. Donc ça, c'est la 3e partie. La version moderne de la théorie des bandes, c'est en premier lieu une réponse à ce que c'est l'effet Hall quantique. Donc vous allez voir que l'effet Hall quantique, j'en parlais un peu, dans un premier temps, quand on l'apprend, on ne le voit pas du tout comme un effet de théorie des bandes. Et dans un deuxième temps, ça a été compris comme un effet de théorie des bandes, mais d'une théorie de bandes plus riche que la théorie traditionnelle des bandes. Donc ça sera la première partie de l'exposé. Et la deuxième partie, je vais me concentrer sur un problème particulier qui, à mon avis, est assez intéressant et qui est peut-être moins discuté, qui est celui de la polarisation électrique. Donc vous allez voir que la polarisation électrique, on peut se dire que c'est un vieux problème et que c'est très bien connu. Et en fait, dans les cristaux, il y a une difficulté particulière pour calculer la polarisation électrique parce que le système est périodique. Et on va voir que la résolution de ce problème, ça a fait appel à une découverte en théorie des bandes qui est l'importance de la phase de Berry. Donc les effets interbandes, ça s'appelle aussi les effets de phase de Berry en physique des solides. Et là, les personnages importants, ça sera ceux qu'on voit ici, Zach, Raphaël Eresta et David van der Bilt. Alors, donc le plan,
c'est aussi un résumé. La théorie des bandes traditionnelle, et je vais me concentrer sur les isolants de bandes. La théorie traditionnelle des bandes, c'est qu'il y a un seul type d'isolant de bande, c'est une bande pleine, séparée par un gap d'une bande vide à température nulle, et ça c'est un isolant, et il n'y a qu'une sorte d'isolant. L'effet Hall quantique, il vient remettre ça en question, puisqu'on va voir que d'une certaine façon, ce qu'il nous dit, c'est à 2 dimensions d'espace, en fait, il n'y a pas un seul type d'isolant de bande, il y en a une infinité, il y en a autant que d'entiers relatifs. C'est pour ça que ça s'appelle Z. Le Z, là, ça se voit un peu dans la littérature, c'est un entier relatif. En physique de la matière condensée, ça désigne juste le fait qu'il y a autant d'isolants de bande que d'entiers relatifs. Et puis dans la troisième partie, je reviendrai sur cette histoire de polarisation électrique. Là, ça ne sera pas à 2 dimensions d'espace, mais à 1 dimension d'espace. Et on verra que dans ce cas-là, si on se restreint encore un peu et qu'on considère que les cristaux qui ont la symétrie d'immersion, à ce moment-là, il y a 2 types d'isolants de bande. Alors ça, pompeusement, ça s'appelle Z2. C'est le groupe à 2 éléments. Donc il y a 2 façons d'être un isolant de bande à 1D qui a la symétrie d'inversion. Alors je fais un petit résumé de théorie des bandes. Donc la théorie des bandes dans la version classique, c'est essentiellement le théorème de Bloch, qu'un électron dans un potentiel périodique, sa relation de dispersion, elle se découpe en des bandes d'énergie permises et des bandes d'énergie interdites. Ici, vous reconnaissez peut-être la parabole de l'électron libre avec des petits gaps qui ont été ouverts en bord de zone de Brillouin. La zone la plus foncée ici, c'est la première zone de Brillouin. Et puis ensuite, vous avez plusieurs schémas. On peut soit replier tout dans la première zone de Brillouin, c'est ce qui s'appelle le schéma réduit ici, ou alors on peut périodiser, c'est ce qui est représenté ici. Et vous voyez les bandes d'énergie qui s'appellent E1, E2, E3, séparées par des gaps ici. Donc ça, c'est la première info de la théorie des bandes, c'est le théorème de Bloch, c'est la manière dont la relation de dispersion d'un électron dans un potentiel périodique est découpée à cause du phénomène de diffraction sur le potentiel périodique. Et vous voyez que le théorème de Bloch, il nous dit les énergies, elles sont indicées par un indice de bande, c'est n, et puis un vecteur d'onde k qui est dans la première zone de Brillouin. Mais il y a aussi une info sur les fonctions d'onde, que les fonctions d'onde ont la structure suivante, un morceau onde plane et un morceau qui s'appelle U, et qui est la partie qui a la périodicité du réseau direct. Ici, j'ai pris une périodicité de A et un K unidimensionnel. Donc ça, c'est le premier ingrédient de théorie des bandes. Il y a des bandes d'énergie permises séparées par des bandes d'énergie interdites. Alors, deuxième ingrédient, pour l'instant, c'était un problème à un électron. Dans un métal ou dans un isolant, on a plein d'électrons. On en a un certain nombre par maille élémentaire. Et il faut remplir les bandes pour savoir si on a affaire à un isolant ou un métal. Et ça, c'est Wilson qui l'a compris. Et donc maintenant, c'est ce qu'on apprend tous, que si on a des bandes partiellement remplies, comme ici, on a des métaux ou des conducteurs. Ici, c'est un métal de trou. Là, c'est un métal d'électron. Et puis le dernier cas, c'est le cas où le dernier niveau rempli, il remplit complètement une bande. On a le niveau de Fermi qui est dans un gap, ce qui est représenté ici. Et on a affaire à un isolant. Donc un des messages de la théorie des bandes, c'est que quand on a une bande pleine à température nulle, on a un système qui ne conduit pas l'électricité. Et peut-être le dernier ingrédient de la théorie des bandes, j'ai appelé ça la substitution de Pyers. Alors, c'est peut-être pas le mot approprié, mais en tout cas, c'est une idée qui date de cette époque et qui est l'idée suivante, qui est l'idée que on a l'impression que la théorie des bandes, ça se résume essentiellement à dire qu'on a de nouveau comme si on avait l'électron qui se promenait tout seul dans le continu, mais qui a une relation de dispersion qui n'est plus H bar 2, K2 sur 2m, l'énergie cinétique, mais qui est une relation de dispersion modifiée, qui est la relation de dispersion de la bande, la énième, celle où il y a le niveau de Fermi. Et même si on est proche du bas de bande, où la bande, elle ressemble à une parabole, on peut approximer ça par une relation de dispersion qui ressemble de nouveau à une particule dans le vide, sauf que la masse de l'électron est remplacée par une masse effective m étoile. Donc il y a cette idée que
la physique des solides, l'effet des ions sur les électrons, ce n'est pas très dur à prendre en compte. Il suffit de remplacer la masse par la masse effective. Et qui va dans le même sens, il y a les équations qui décrivent le mouvement d'un électron dans une bande. On les appelle les équations semi-classiques d'un électron dans une bande donnée. Vous voyez qu'il y a une première équation qui dit comment le vecteur d'onde évolue au cours du temps et qui ressemble à une équation de Newton. Ici, c'est la force due au champ électrique. Ici, c'est la force de Lorentz due au champ magnétique. Et puis, la seule vraie différence avec les équations d'un électron dans le continu, c'est que la vitesse est donnée par la vitesse de groupe plutôt que par h bar k sur m. Ouais, pas facile de parler avec le masque. Ouais, ça vous embête pas si je... Bon, ok. Je le remettrai quand j'arrêterai de tousser. Donc la substitution de Payeur, c'est plutôt le dernier point. C'est le fait que Payeur comprend qu'on peut redécrire l'électron quantique en reprenant la relation de dispersion qu'on a obtenue, le N de K, et on peut remettre dedans le champ magnétique via le potentiel vecteur A. On remet le fait que l'opérateur impulsion, c'est un opérateur, donc c'est moins I gradient par rapport à la position, et puis on remet le champ électrique via le potentiel électrostatique. Autrement dit, on fait le schéma suivant. On commence par diagonaliser le problème, trouver les bandes en l'absence de champ électrique et de champ magnétique. On obtient ces bandes. On dit l'action se passe dans telle bande parce que c'est là qu'il y a le niveau de Fermi. Et dans cette bande-là, maintenant, je remets le champ électrique et le champ magnétique en disant bah, tout va se passer dans la bande en question. Et j'obtiens un Hamiltonien effectif qui décrit ce qui se passe uniquement à l'intérieur d'une seule bande. Donc dit comme ça, on voit très nettement qu'on a certainement jeté ce qu'on aurait envie d'appeler les effets interbandes. C'est-à-dire on décide une fois pour toutes que tout va se passer dans une seule bande. Donc c'est exactement la partie qui manque dans la théorie des bandes version traditionnelle. Donc cette théorie des bandes, elle a eu énormément de succès. C'est pour ça que dans un premier temps, on ne s'est pas rendu compte des choses qui manquaient. Parmi les succès, peut-être un des plus frappants, c'est celui d'avoir compris le signe anormal de l'effet Hall, et donc d'avoir compris qu'il y avait des métaux où ce qui conduisait l'électricité, on pouvait penser que c'était des trous, des particules chargées, mais de signes opposés à l'électron. Alors maintenant, j'en arrive à la deuxième partie, qui est le raté le plus spectaculaire de la théorie des bandes traditionnelles, et qui est l'effet Hall quantique, qui a été découvert par von Klitzing en 1980. Donc l'effet Hall quantique, c'est une version quantique de l'effet Hall. L'effet Hall, on le voit sur le schéma, c'est un métal bidimensionnel dans un champ magnétique perpendiculaire, à travers lequel on fait passer un courant I, qui est indiqué ici, là, c'est le courant qui traverse comme ça, et on mesure la tension de Hall, c'est-à-dire la tension transverse entre ce bord et ce bord de l'échantillon. Et dans l'effet Hall classique, à champ magnétique faible ou à haute température, ce qu'on observe est représenté ici. En bleu, vous avez la résistance longitudinale, en rouge, la résistance de Hall, et en fonction du champ magnétique, à bas champ, la résistance de Hall elle est proportionnelle au champ magnétique, et la résistance longitudinale, elle ne dépend presque pas du champ magnétique. Et puis quand on augmente le champ magnétique, qu'on a un échantillon de bonne qualité et qu'on est à basse température, on commence à voir à champ plus fort des oscillations dans la résistance longitudinale, c'est en bleu, et puis à partir d'un champ suffisamment fort, on voit surtout des plateaux dans la résistance de Hall, et qui coïncident avec des zéros dans la résistance longitudinale. Et ces plateaux, ils ne sont pas n'importe où, ils sont à des... Ouais, je veux bien un verre d'eau. Merci, madame. Et ces plateaux, ils ne sont pas à n'importe quelle valeur, mais ils sont à des valeurs quantifiées de la résistance de Hall en 1 sur un entier fois le quantum de résistance. Et l'effet Hall quantique, donc ici, c'est raconté comme un effet d'électron 2D dans le continu sous champ magnétique, donc a priori, il n'y a pas d'effet des bandes, mais on va voir que ça se comprend comme un effet de théorie des bandes.
Alors, l'explication traditionnelle de l'effet Hall quantique, c'est de dire qu'un électron 2D sous un champ magnétique, classiquement, il fait des orbites cyclotrons, et la quantification des orbites cyclotrons, ça donne ce qu'on appelle des niveaux de Landau. Donc, les niveaux de Landau sont les énergies ici, qui sont indicées par n, où n, c'est un entier naturel, et on a une échelle comme un oscillateur harmonique, où la fréquence de l'oscillateur harmonique, c'est la fréquence cyclotron, c'est la charge de l'électron fois le champ magnétique fois la masse de l'électron, ou sa masse effective si on a voulu tenir compte de la structure de bande sous-jacente. Et vous voyez que cette structure en oscillateur harmonique, alors j'ai oublié de dire, l'une des propriétés importantes des niveaux de Landau, c'est qu'ils sont extrêmement dégénérés. La dégénérescence d'un niveau de Landau, c'est proportionnel à la surface de l'échantillon. Donc c'est une dégénérescence macroscopique. Ça veut dire que chacun des niveaux ici, ce n'est pas un seul état, mais c'est un très grand nombre d'états quantiques. Donc on peut mettre énormément d'électrons. Donc vous voyez que cette structure, au niveau de Landau, elle ressemble un peu à une structure de bande où toutes les bandes seraient plates. Ça serait une bande permise, ensuite un grand gap, une autre bande permise, un grand gap, une bande permise, un grand gap. Et si le niveau de Fermi tombe à l'intérieur d'un de ces gaps, on a une situation qui ressemble à celle d'un isolant de bande, qui aurait 3 bandes pleines et toutes les autres vides. Et donc, on a envie de penser qu'on a quelque chose qui ressemble à un isolant de bande. Mais cet isolant de bande, à base de niveau de Landau, en fait, expérimentalement, il se comporte très différemment d'un isolant de bande habituel, dans le sens où c'est un isolant, quand on regarde que son volume, mais un vrai échantillon, il a toujours des bords, et en fait, cet isolant, il conduit quand même l'électricité via ses bords. Donc ça, c'est ce qu'a compris Halperin, et Gilles reconnaîtra sans doute un de ses transparents. Donc ce qu'a compris Halperin, merci Manu. Ce qu'a compris Halperin, c'est que quand on tient compte des bords, eh ben, il y a des orbites, il y a des niveaux de Landau très particuliers qu'on appelle des orbites sautillantes quantifiées, et qu'elles jouent un rôle important dans l'effet Hall quantique. Donc ici, vous avez un schéma qui est extrait du papier de Halperin. Ce qui est au centre, je vais oublier la partie qui est un peu plus grasse, mais ça, c'est censé être les niveaux de Landau en volume. Ici, donc là, on a 3 niveaux de Landau qui sont représentés. Et puis, c'est les niveaux de Landau en fonction de la position transverse, c'est-à-dire dans la direction Y de l'échantillon, si le courant est conduit dans la direction X. Et vous voyez que proche des deux bords, le bord gauche et le bord droit, les niveaux de Landau, ils sont courbés vers le haut. Ça, c'est l'effet du potentiel, du fait qu'on sort de l'échantillon. Et donc, vous voyez que même si vous avez le niveau de Fermi qui est dans un gap cyclotron de volume, ici le niveau Landau 0 est plein, les niveaux 1 et 2 sont vides, vous voyez que sur les bords de l'échantillon, le niveau de Fermi, il croise des endroits où il y a des états, qui sont les états qui habitent à droite de l'échantillon ou à gauche de l'échantillon, et qui classiquement correspondent à ces orbites cyclotrons qui n'arrivent pas à se refermer, qui rebondissent sur le bord et qui se propagent. Et ces orbites cyclotrons sautillantes, elles ont la propriété d'être chirales, elles ne se promènent que dans une seule direction. Si vous regardez les flèches sur ce bord-là, ça décrit une propagation qui est uniquement dans une direction, et sur le bord opposé, uniquement dans l'autre direction. Sur le diagramme en énergie, la vitesse est reliée à la pente sur le dessin. Donc en fait, on a un isolant en volume, mais qui est conducteur sur les bords, et qui est un conducteur bizarre sur les bords, parce que c'est un conducteur chiral. Il ne conduit que dans une seule direction, sur chaque bord. Et grâce à ça, il est très protégé vis-à-vis des défauts, parce que quand vous vous promenez uniquement dans une seule direction sur un bord, même si vous avez un défaut qui a envie de faire changer de direction à l'électron sur ce bord-là, tant que l'électron reste sur le bord droit de l'échantillon, il n'y a qu'une direction pour se propager, c'est vers l'avant. S'il veut faire demi-tour, il est obligé de sauter sur le bord opposé de l'échantillon, mais ça, c'est à travers une distance macroscopique, et on peut montrer que ça se fait via un effet tunnel, mais avec une probabilité qui est très faible. Donc l'effet des impuretés sur les bords de l'effet Hall quantique, il est faible, et donc on a une conduction de type 1D sur le bord qui est quasi parfaite.
Donc ça, c'est la compréhension via les bords. Et maintenant, je vais venir à une compréhension autre de ce qu'est l'effet Hall quantique. C'est de dire, oui, l'effet Hall quantique, c'est un isolant très particulier, c'est un isolant en volume très particulier. Il est particulier pourquoi? Parce qu'il est caractérisé par un nombre entier qu'on appelle un invariant topologique. Donc les gens qui ont compris ça, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais disons que des personnages importants de cette histoire, c'est Thouless et Haldane qui sont représentés ici. On voit la figure. Ils ont compris la chose suivante, ils ont compris que la conductivité de Hall, c'était une constante fondamentale qu'on appelle le quantum de conductance, E carré sur H, et fois un nombre entier qui s'écrit somme sur les bandes occupées d'un nombre Cn par bande. Alors si on est en train de penser que c'est les niveaux de Landau, le Cn c'est simplement 1 pour chaque niveau de Landau, et on se contente de sommer sur les niveaux de Landau qui sont pleins, et donc cette somme c'est simplement le nombre de niveaux de Landau qui est occupé. Mais en réalité, il y a une autre façon de comprendre cet entier, c'est que si on n'a pas utilisé l'approximation de masse effective, mais qu'on est réellement en train de traiter le potentiel périodique, les bandes, malgré la présence du champ magnétique, alors on a plutôt à faire un nombre qui est relié à une propriété des bandes, qui sont ces UN. Alors il faut que je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est la première page de rappel sur la théorie des bandes. Ici, vous vous rappelez que dans la théorie des bandes, il n'y a pas que les énergies, il y a aussi les fonctions d'onde du théorème de Bloch. Il y a une partie onde plane et il y a une partie U qui est la partie qui se répète de manière périodique dans chaque maille. Et pour l'instant, ces U, ils n'avaient joué aucun rôle, ce qui était un peu étonnant pour une quantité qui apparaît dès la ligne 1 de la théorie des bandes, mais effectivement, ils ne jouaient aucun rôle dans la théorie ancienne des bandes. Et l'effet Hall quantique, il a montré qu'il y avait une quantité qui était reliée directement au U, et on va même voir plus particulièrement, c'est relié aux dérivés de U, c'est-à-dire aux phases de ces fonctions de Bloch. Donc, pour mettre un peu de vocabulaire, hein, le C, là, ça s'appelle le nombre de Chern. C'est essentiellement l'intégrale d'une quantité qui s'appelle la courbure de Berry, et qui est une sorte de champ magnétique dans l'espace K, mais un champ magnétique dont l'origine, c'est la manière dont la phase des fonctions de Bloch dépend de Kx et de Ky. Alors, je vais essayer de vous montrer une autre façon de comprendre ce même effet. On parle d'effet Hall anormal parce que j'ai envie de vous parler d'un cas où on a un effet Hall en l'absence de champ magnétique externe. Donc, je vais mettre B égale 0. Et néanmoins, essayer de vous convaincre qu'il peut y avoir un effet Hall quantique dans ce cas-là. Et pour faire ça, je vais utiliser les équations semi-classiques, mais pas les équations semi-classiques de Bloch et de Payot, mais les équations semi-classiques qui ont été corrigées pour tenir compte justement des effets interbandes ou des effets de phase de Berry. Donc les nouveaux termes, ce sont celui-là qui vient changer la vitesse de groupe. Vous vous rappelez, la vitesse de groupe, c'est le gradient par rapport à K de l'énergie de la bande. Mais l'énergie de la bande, maintenant, elle est décalée par un terme qui ressemble à un terme Zeeman, un effet Zeeman où chaque électron aurait un moment magnétique Mn de K. Mais ce moment magnétique, il n'est pas lié au spin. Hein. J'ai évacué dans tout ce séminaire, je ne vais pas parler du spin. Donc on fait des électrons qui n'ont pas de spin. Et néanmoins, à cause de la structure de bande, il y a une espèce de spin émergent qui s'appelle le moment magnétique orbital. C'est lui qui est là. Et puis il y a un deuxième terme nouveau dans l'équation pour la vitesse, c'est celui-là. Ce terme-là, il s'appelle le terme de vitesse anormale. Ce terme de vitesse anormale, vous pouvez le voir comme un dual du terme de Lorentz de force magnétique. Vous voyez, dans la première équation, j'ai K point, où dans K point, il y a un terme qui est en R point vectoriel B. Et bien maintenant, dans l'équation duale, je remplace K par R, j'ai R point qui est égal à K point vectoriel oméga. Donc ça vous montre qu'oméga, c'est effectivement une sorte de champ magnétique dans l'espace K. Et ce terme de vitesse anormale, c'est lui qui est responsable de l'effet Hall quantique entier. Donc on va voir comment, je pars de ces équations, on met champ magnétique nul, donc on enlève l'effet Zeeman ici, on enlève la force de Lorentz ici. La première équation me dit simplement que K point, c'est moins E sur H bar fois le champ électrique.
Et j'injecte cette première équation dans la deuxième, et je trouve finalement que la vitesse d'un électron, c'est sa vitesse de groupe, plus une vitesse anormale qui s'écrit E sur h bar, le champ électrique et le produit vectoriel avec la courbure de Berry. Donc c'est une vitesse anormale, c'est notamment une vitesse qui est transverse, hein, c'est-à-dire quand le champ électrique est comme ça, c'est une vitesse qui vous fait aller perpendiculairement au champ électrique. Et maintenant, pour savoir si une bande pleine d'électrons peut conduire du courant, ben pour chaque électron, je multiplie par sa charge, je veux le courant électrique, et je somme sur tous les états à l'intérieur d'une bande, et ça c'est le courant qui est porté par la bande. Le premier terme, quand je l'intègre, il va à 0, ça c'est la phrase qu'on apprend à l'école, qu'une bande pleine ne conduit pas l'électricité. Ça vient du fait que le En de K, il a une certaine périodicité, quand j'intègre sur toute la zone de Brillouin, ça s'annule. Mais il y a un deuxième terme qui n'est pas forcément nul, et ce deuxième terme, c'est ce qui reste ici. Et vous voyez qu'il refait apparaître la quantité qui est apparue avant, c'est-à-dire l'intégrale de la courbure de Berry sur toute la zone de Brillouin, et ça, c'est le nombre de Chern. Donc finalement, on a un courant qui peut exister pour une bande pleine, mais qui est un courant transverse. Quand je mets un champ électrique suivant Y, la réponse est suivant X, et il est quantifié, il est en E carré sur H fois ce nombre de Chern qui est un entier. Donc ça, c'est la version théorie des bandes de ce que c'est l'effet Hall quantique entier. C'est une conduction dans un isolant. Donc la physique de ça, c'est ce qu'on appelle un courant adiabatique. Donc je ne vais pas, si vous avez des questions, on pourra en reparler. Le schéma ici, il est censé représenter ça, c'est-à-dire on voit la bande n qui est celle à laquelle je m'intéresse, et le fait qu'à chaque valeur du vecteur k, il y a la possibilité d'avoir des transitions virtuelles vers les autres bandes, et que ces transitions virtuelles, elles changent la vitesse de l'électron. C'est-à-dire que dans la formule ici, la vitesse de l'électron dans la bande n, c'est sa vitesse de groupe. Ça, c'est l'effet à l'ordre le plus bas, c'est simplement sa vitesse de groupe quand il a cette relation de dispersion. Mais maintenant, ça, c'est corrigé par un deuxième terme, qui est cette vitesse anormale, qui tient compte des possibilités de faire des transitions virtuelles vers les autres bandes qu'on a négligées. Et ces effets interbandes, eh ben, ils peuvent avoir des effets importants, et c'est tout ça qui a donné lieu à la version qu'on appelle géométrique ou topologique de la théorie des bandes. Alors, je vais regarder où j'en suis au niveau du temps. Donc, une définition d'un isolant topologique, c'est simplement déjà l'idée qu'il n'y a pas qu'un seul type d'isolant de bande, il peut y avoir plusieurs isolants de bande, et qu'on ne peut pas passer continuellement d'un isolant de bande à un autre isolant de bande. Continuellement, ça veut dire sans fermer le gap autour du niveau de Fermi, sans fermer ce gap. Donc, dans le cas de l'effet Hall quantique, l'entier qui caractérise les différents isolants de bande, c'est justement la conductivité de Hall en unité de E carré sur H. C'est cette somme sur n des bandes occupées des nombres de Chern. Chaque valeur entière Z différente, elle décrit un isolant de bande qui est différent. Un isolant de bande qui physiquement a quoi de différent? C'est son nombre de canaux de bord sur un bord. Il y a l'isolant de bande qui n'a pas de canaux de bord du tout, ça c'est l'isolant de bande trivial. Il y a l'isolant de bande avec un canal de bord dans cette direction. Il y a l'isolant de bande avec un canal de bord dans cette direction. Et puis, il y a celui avec 2, 3, 4, et puis dans les deux directions. Donc, une première définition d'un isolant topologique, c'est qu'il est isolant en volume. Il est caractérisé par un entier qui, en général, est relié à une quantité électromagnétique et qui est quantifiée. Donc, ici, l'effet Hall quantique, et on verra un autre exemple avec la polarisation électrique. Et puis, du point de vue de ses bords, c'est un conducteur qui est robuste, dans le sens où il est peu sensible au désordre. Et cette robustesse, elle est liée, dans le cas de l'effet Hall quantique, à la chiralité des états de bord. Et en général, on associe ça aussi avec le fait qu'il y a un lien entre les propriétés de volume et les propriétés de bord. Donc, dans l'exemple de l'effet Hall quantique, c'est le fait que le nombre d'états de bord est égal au nombre de niveaux de Landau qui sont remplis dans le volume. Alors, les développements récents de cette idée, ça date des années 2000, mais c'est notamment le fait que
en plus de l'effet Hall quantique, il y a plein de variations autour de ce thème-là, avec des effets Hall quantiques ou équivalents, mais sans être obligé de briser la symétrie de renversement du temps, qui est une des caractéristiques de l'effet Hall. Donc, c'est ce qu'on a appelé les isolants topologiques protégés par des symétries. Donc, les plus connus sont ceux dont la symétrie qui protège, c'est la symétrie de renversement du temps. Ça, c'est par exemple les isolants topologiques de Cain et Melleux qui existent en 2 dimensions d'espace et en 3 dimensions d'espace. Il y a également les isolants topologiques où la symétrie qui protège quelque chose, ce n'est pas la symétrie de renversement du temps, mais c'est une symétrie du cristal, une symétrie ponctuelle du cristal, comme une symétrie d'inversion. Donc ça, on verra un exemple avec la polarisation électrique. Et puis, ces idées de topologie en théorie des bandes, elles se sont étendues aussi en direction des métaux et pas uniquement des isolants de bandes. Et donc maintenant, il y a la notion de semi-métal topologique, dont les exemples les plus connus, c'est le graphène à 2 dimensions d'espace et les semi-métaux de Weil. Donc dans ce cas-là, ce qu'on caractérise en utilisant des outils de la topologie, c'est la surface de Fermi qu'on caractérise comme un défaut topologique. Donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. Il faut juste retenir l'idée que ces développements en théorie des bandes, ils affectent à la fois les isolants et les métaux. Donc maintenant, j'attaque la dernière partie. Et je vais vous parler peut-être du modèle jouet le plus simple qui est pris comme exemple d'isolant topologique, qui est un modèle de conducteur ou d'isolant 1D. Alors, ici, on va avoir affaire à un isolant. Donc, il s'appelle le modèle de Rice-Meller, où c'est une variation autour du modèle de Schuh, Schrieffer et Higger. Donc, c'est un modèle qui a été introduit pour décrire le polyacétylène. C'est un modèle où on a 2 sites inéquivalents par maille. Ici, ils sont appelés A et B, ou vert et rouge. Et puis, on a des termes de saut qui sont dimérisés. On a des termes de saut forts qui s'appellent W ici, et puis des termes de saut faibles qui s'appellent V, et des termes de saut faibles qui s'appellent W. Et puis, on a des énergies sur site qui sont alternées, plus delta, moins delta, plus delta, moins delta. Donc, il y a grand delta qui est l'énergie sur site différente entre les sites A et les sites B. Et on a petit delta qui s'appelle la dimérisation et qui est le fait que les termes de saut ne sont pas les mêmes sur les liens forts et les liens faibles. Donc, on a ces 2 boutons, petit delta et grand delta. Et les cas particuliers, c'est quand on n'a que la dimérisation. Ça, c'est le polyacétylène, c'est la chaîne SSH. Et quand on n'a que le terme d'énergie sur site alterné, grand delta, mais pas la dimérisation, ça ressemble un peu à une onde de densité de charge avec les électrons qui préfèrent se mettre sur les sites où l'énergie, où ça coûte moins cher en énergie. Et le but du jeu, ça va être de caractériser ce système périodique. Alors, vous pouvez penser soit qu'il est infini, soit que je l'ai mis sur un anneau. Je ne veux pas qu'il y ait de bord et je veux calculer sa polarisation électrique. Alors, la polarisation électrique, classiquement, c'est le moment dipolaire par unité de volume. Donc, on somme sur toutes les particules chargées, les ions et les électrons, leur charge, leur position, et on divise par le volume. Et puis, si vous avez quelque chose qui est périodique, vous pouvez vous dire, je vais le calculer dans une maille et ça suffira, ce n'est pas la peine de faire le calcul pour le système en entier. Et donc, on va commencer par jouer à ça en traitant l'électron comme une particule classique et les ions également classiquement. Donc, j'ai 2 ions dans chaque maille, les verts et les rouges. Ils ont une charge plus E sur 2 chacun. Et puis, j'ai l'électron qui a une charge moins E, et il faut que mon système soit neutre pour que sa polarisation soit bien définie. Et puis, comme je traite l'électron classiquement, j'ai décidé de le mettre quelque part. Et comme j'ai un système qui est périodique, je le mets à la même position dans toutes les mailles. Et on voit immédiatement une difficulté qui a beaucoup étonné les gens, parce que c'est un problème complètement élémentaire. C'est que, regardez, je vais calculer ma polarisation avec le choix de maille numéro 1, qui est la maille en bleu. Donc, j'ai moins E fois la position de l'électron, XE, plus E sur 2, la position de l'ion A, plus E sur 2, la position de l'ion B. Mais évidemment, quelqu'un d'autre peut faire un autre choix de maille. Alors, on va essayer avec le choix numéro 2. Je fais le choix numéro 2, j'ai la maille en rose ici qui a été décalée vers la gauche. Vous
voyez que l'ion B, maintenant, il est ici. Donc, j'ai la même formule, mais je n'ai plus la même position en B. Et donc là, je me rends compte tout de suite que ma polarisation avec le choix 2, ce n'est pas égal à la polarisation avec le choix 1, mais ça diffère de moins E sur 2. Puis je peux continuer, je fais un troisième choix. C'est le choix orange ici. Cette fois-ci, c'est l'électron qui est sorti et qui est rentré de l'autre côté. Et si je fais le calcul avec cette nouvelle maille, ben, j'ai une polarisation électrique qui est encore différente. Puis vous pouvez jouer, vous pouvez jouer, vous pouvez jouer, et vous allez vous rendre compte qu'à tous les coups, vous trouvez des relations entre les différentes polarisations qui sont des entiers fois E sur 2. Donc en fait, un moyen de se sortir du paradoxe, c'est simplement d'exiger que ces différents calculs donnent la même réponse. Donc vous dites, allez, j'y vais franco, je demande que P1 égale P2 égale P3, et la conséquence, c'est que vous décidez que la polarisation, c'est plus un réel, mais c'est un angle. Maintenant, la polarisation, vous vous rendez compte que pour un système qui a l'invariance par translation, c'est forcément modulo quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on pense maintenant de la polarisation pour un système périodique, c'est qu'elle n'existe que modulo la quantité qu'on appelle le quantum de polarisation, mais vous voyez que le quantum, là, ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, hein. C'est un problème qui existe pour des charges classiques. C'est juste lié à la périodicité. Donc vous avez une quantité classique qui est assez étonnante, qui est la polarisation divisée par le quantum de polarisation PQ, et je multiplie par 2π pour fabriquer un truc qui ressemble à un angle. Et vous avez une vraie observable classique qui est un angle. Bon, mais le problème dans ce que je viens de faire, c'est que les électrons dans les isolants de bande, ils ne sont pas localisés. Les électrons, ils sont dans des états de bloc, ils sont délocalisés sur tout le cristal. Donc comment on fait le calcul quand on a des électrons délocalisés? Et notamment, comment on fait, quand on veut faire ça quantiquement, quand on a une observable qui classiquement est déjà un angle? Donc il faut trouver une observable quantique qui est un angle. Et donc là, en fait, moi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai compris le message de Berry dans ce sens-là, mais un des messages du papier de Michael Berry sur les phases de Berry, c'est qu'il a trouvé des quantités physiques qui sont des observables. Alors pourquoi il dit que ce sont des observables? Parce qu'il a trouvé des quantités physiques, on va voir que ça s'appelle une phase géométrique, et que ces phases géométriques, elles sont invariantes de jauge. Et donc il dit, si j'ai une quantité qui est invariante de jauge, en principe, elle est mesurable. Mais ça va à l'encontre de ce qu'on apprend en mécanique quantique la première fois qu'on l'apprend, sur le fait que les observables en mécanique quantique sont des opérateurs hermitiens. Donc en général, si on retourne voir ces cours de mécaqu, c'est un opérateur qui doit être hermitien parce qu'on veut des valeurs propres qui sont réelles et on veut que les vecteurs propres ils forment une base orthonormée. C'est ces deux conditions qui vous entraînent vers les opérateurs hermitiens. Mais si votre observable classique, c'est elle-même déjà un angle, ce n'est pas un réel, un opérateur hermitien, il ne sera pas capable de vous faire le modulo. Donc Berry, il a trouvé une nouvelle famille d'observables quantiques qui sont capables de faire les modulos, c'est ce qu'on appelle maintenant les phases de Berry ou les phases géométriques. Et vous sentez peut-être que la polarisation quantique, ça va forcément être une de ces observables, puisque la polarisation, je viens de vous montrer que c'était justement c'est déjà un angle classiquement. Donc effectivement, on va voir que la polarisation électrique, c'est lié à la phase de Berry. Alors j'essaie de rappeler brièvement ce que c'est la phase de Berry. La phase de Berry, c'est la version quantique de ce qu'on appelle une phase géométrique. Et une phase géométrique, c'est une propriété géométrique des espaces courbes. Donc c'est ce qui est représenté sur la sphère ici. On peut penser que c'est la Terre. Vous partez du pôle Nord et vous vous promenez avec un vecteur, avec un bâton de ski devant vous. Et le but du jeu, c'est de faire un parcours sur la surface de la sphère en maintenant à chaque instant le bâton de ski parallèle avec l'instant d'avant. Et quand vous partez du pôle Nord et que vous marchez vers l'équateur, vous arrivez sur l'équateur, vous faites des pas chassés de côté le long de l'équateur, puis que vous remontez le long ici et que vous arrivez de nouveau au pôle Nord, vous avez la surprise de constater que votre bâton de ski fait un angle avec l'angle initial. Donc quand vous faites un parcours fermé dans un espace courbe, les vecteurs ils peuvent revenir avec un angle par rapport à ce qu'ils étaient initialement. Et ce phénomène de déplacement dans un espace courbe d'un vecteur qui revient sur un chemin fermé et qui a un angle, il se produit aussi en mécanique quantique. Alors en mécanique quantique, les vecteurs, c'est des quêtes,
l'espace dans lequel vous vous promenez, c'est un espace de Hilbert, et il peut être courbé. Et il se trouve qu'en théorie des bandes, l'espace de Hilbert, il est courbé, et la courbure, elle est justement liée au recouvrement entre les quantités qui s'appellent les UN de K. Donc, le résultat, je le fais très court, c'est qu'il y a une phase, un angle de désaccord entre le début du chemin et la fin du chemin qui s'appelle la phase de Berry. Cette phase de Berry, elle s'acquiert quand vous vous promenez, par exemple, si vous êtes un électron et que vous faites un chemin fermé dans la zone de Brillouin, vous obtenez une phase qui est l'intégrale sur un contour fermé de la circulation du vecteur A. Alors A, ça s'appelle la connexion de Berry et ça s'appelle aussi A parce que ça ressemble beaucoup au potentiel vecteur. Et à cause du théorème de Stokes, ce potentiel vecteur, vous pouvez le transformer en la courbure de Berry qui est l'équivalent d'un champ magnétique. Et cette fois-ci, la phase de Berry, au lieu d'être une circulation, ça devient le flux de la courbure de Berry à travers la surface S qui est coloriée ici. Donc une phase de Berry dans le contexte de la physique des solides, c'est un peu la même chose que l'effet Aronoff-Bohm, sauf que ça se passe dans l'espace K. Ce n'est pas dû au vrai champ magnétique, mais c'est dû à un pseudo-champ magnétique qui est cette courbure de Berry. Donc le raisonnement, c'est polarisation classiquement est un angle. Pour avoir un angle, quand je passe à une observable quantique, je vais sans doute sortir une phase de Berry. Donc c'est ce que je vais vous montrer sur un exemple, qui est donc le modèle de Rice-Meyle dans sa version périodique. Donc l'hamiltonien du modèle de liaison forte correspondant, c'est une petite matrice 2,2 parce qu'on a 2 atomes par maille, 2 sites par maille A et B. Donc ça c'est l'élément AA, ça c'est l'élément BB, ça c'est l'élément hors diagonale AB. Vous avez l'énergie sur site A qui vaut grand delta, sur site B qui vaut moins delta. Et puis, vous avez les termes de saut, ici, hors diagonaux, qui font intervenir les termes de saut forts qui s'appellent V, et les termes de saut faibles qui s'appellent W, et qui peuvent se réécrire en fonction du paramètre de dimérisation, le petit delta. Et vous avez cette structure de matrice 2,2, parce que comme vous avez 2 atomes par maille, quand vous cherchez les valeurs propres, vous allez avoir 2 bandes. Donc ici, on va avoir un système à 2 bandes. On va remplir la bande du bas, on va laisser le niveau de Fermi dans le gap, et on va avoir comme ça un isolant avec des charges à l'intérieur. Les charges, ce sont les ions que je traite classiquement comme des charges plus 1,5 localisées, et puis les électrons qui sont des charges délocalisées. Alors, une première remarque, c'est juste une remarque, je ne m'étends pas là-dessus. Le H2K n'a pas la périodicité de la zone de Brillouin en général. Bon, ça c'est juste au passage. Et deuxième remarque, plutôt que d'avoir 2 paramètres qui s'appellent grand delta et petit delta, j'ai introduit un angle qui paramétrise les deux, qui s'appelle θ, et je prends une valeur préférée, grand M égale n'importe quoi, 1 ou 0,6, ou quelque chose comme ça. Et θ, il m'indique juste si je suis proche du modèle SSH ou proche du modèle onde de densité de charge. Donc j'ai 2 paramètres en principe, mais je m'en ramène à un seul. Je vais surtout jouer avec le paramètre avec le paramètre θ. Je ne vais pas tellement jouer avec le paramètre M. Donc une première chose qu'on peut remarquer sur ce modèle, c'est qu'il a une symétrie. En réalité, il n'y a pas besoin d'étudier l'intégralité de l'espace des paramètres. L'intégralité de l'espace des paramètres, ça serait grand delta et petit delta, qui sont 2 axes indépendants, et j'ai envie d'étudier tout le plan. Ou alors, si je me restreins, j'ai envie d'étudier tout ce qui se passe sur le cercle. En réalité, θ et moins θ, ce sont des systèmes équivalents. Alors, on peut le voir de la manière suivante. Pour passer de la chaîne originale, qui est l'image du haut, à la chaîne qui est en dessous, vous faites grand delta devient moins grand delta, et vous faites petit delta devient moins petit delta. Donc, on échange les liens faibles et les liens forts, et on échange les énergies sur site positives et les énergies sur site négatives. Donc on change les doubles liens et les simples liens, et on change le rouge en vert. Puis on change ce qu'on appelle A et B. Donc avant, maintenant je rechange ce qui s'appelait B, je le rappelle A. Ce qui s'appelait A en rouge, je le rappelle B. Et puis je translate tout de 1,5 vers la gauche. Et puis je me rends compte que la nouvelle chaîne que j'ai obtenue, c'est la même que la première. Donc ça, cette symétrie, ça se code mathématiquement, c'est ce qui est écrit ici.
Mais la conséquence, ça veut dire que dans le modèle qu'on étudie, ce n'est pas la peine d'étudier l'intégralité des paramètres, il suffit d'étudier la moitié, et on a déjà toute la physique, et l'autre moitié, elle se retrouve dans la première moitié. Donc on n'est pas obligé d'étudier, par exemple, plus pi sur 2 et moins pi sur 2. Il suffit d'étudier pi sur 2 et on a déjà moins pi sur 2 aussi. Donc ici, je vous montre les bandes d'énergie du modèle de Rice-Miller. Il y a deux bandes. Il y a une bande de valence ici qui est pleine, le niveau de Fermi qu'on met à énergie nulle, et puis la bande de conduction qui est vide. Et ici, par exemple, à gauche, on a représenté le cas du modèle SSH, c'est-à-dire celui où il y a uniquement la dimérisation et pas l'énergie sur site alternée. Et puis là, vous pouvez voir comment le spectre, comment les bandes d'énergie varient en fonction du paramètre θ. Vous voyez notamment que vous avez évidemment que la partie entre 0 et pi, c'est la même structure qu'entre pi et 2pi. Ça, c'est la symétrie qu'on vient de voir qui envoie θ sur moins θ. Alors, un des messages de la théorie moderne des bandes, c'est qu'il n'y a pas que les bandes d'énergie, mais qu'il faut aussi regarder les fonctions de bloc. Donc, en plus du spectre, on a des quantités intéressantes dans le modèle qui sont soit les fonctions de bloc qui sont écrites ici. Ça, c'est une façon de les voir. Ça, c'est la fonction de bloc qui correspond à l'état d'énergie positive. Ça, c'est la fonction de bloc qui correspond à l'état d'énergie négative. Ou on peut aussi penser que c'est l'hamiltonien qui est paramétré par deux angles qui s'appellent θk et φk et qui dépendent des paramètres. En tout cas, le message important ici, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le spectre et qui sont dans les fonctions d'onde. Donc la réponse sur comment calculer la polarisation pour des électrons délocalisés, elle a été donnée par King, Smith et Vanderbilt et également par Resta dans les années 90, et il se basait sur un travail antérieur de Zach. Donc la réponse, c'est ce qui est écrit dans la première ligne. La polarisation, c'est moins E fois une certaine position pour l'électron. Et ça, il faut que je vous explique comment on décide de quelle est la position de l'électron alors que l'électron est délocalisé. Et ça, c'est la contribution des ions. La position de l'électron, elle est donnée par ce qui s'appelle la phase de Zach divisée par 2pi. Et la phase de Zach, elle est écrite ici. Elle ressemble à une phase de Berry. C'est l'intégrale, c'est une sorte de circulation du potentiel vecteur qui est réécrit ici. Le potentiel vecteur, c'est la connexion de Berry. Mais ce n'est pas une phase de Berry ordinaire, c'est une phase de Berry un peu particulière. Alors pourquoi elle est particulière? Parce que je reviens à un cas 2D pour expliquer la différence. C'est que la zone de Brillouin, qui est un carré, mais avec les bords opposés identifiés, donc c'est aussi un tore, ben on peut faire des chemins contractibles, et dans ce cas-là, on parle de phase de Berry, mais on peut aussi faire des chemins non contractibles, c'est-à-dire des chemins qui entourent l'âme du tore, comme le chemin bleu ici. Et ce chemin bleu, si on calcule la phase de Berry le long d'un de ces chemins bleus, ça s'appelle une phase de Zach, et c'est réellement différent d'une phase de Berry, parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de Stokes. Vous ne pouvez pas le transformer en une intégrale d'une quantité qui va être à travers une surface, puisque vous voyez que la zone qui est rosée ici, elle existe bien à la surface du tore, mais par contre, la zone qui serait à l'intérieur du chemin bleu, elle n'appartient pas au tore. Donc la phase de Zach, ce n'est pas possible de l'écrire comme une intégrale de la courbure de Berry. Donc a priori, on a l'impression que la phase de Zach, c'est une quantité qui n'est pas invariante de jauge, comme la circulation le long d'un chemin ouvert pour le potentiel vecteur. En réalité, on peut la rendre invariante de jauge. Je ne vais pas expliquer comment, mais dans la manière dont on fait ça, on voit que la phase de Zach, en fait, c'est une quantité qui est de type phase de Berry. C'est une phase géométrique, mais qui est très fortement liée à l'opérateur position. D'ailleurs, la phase de Zach, on appelle ça aussi le centre de Vanier ou le centre de bande. Donc, on pourrait se dire, ouais, ça a l'air étonnant cette histoire de phase de Zach, parce que est-ce que tout bêtement, il ne suffirait pas de prendre la densité de charge de l'électron est délocalisé, donc je n'ai pas toute sa charge qui est à un endroit, mais je pourrais juste prendre sa densité de probabilité de présence à chaque endroit, ça me ferait une espèce de charge délocalisée pondérée, ça devrait marcher aussi. Donc, c'est une autre devinette, et je compare ici ces deux formules. Donc, en bas est réécrit la phase de Zach
pour le modèle de Rice-Meller. On a la contribution des ions, ici la contribution des électrons, et on voit bien que la contribution des électrons fait intervenir des dérivés des fonctions de Bloch, c'est-à-dire fait intervenir la phase des fonctions d'onde, alors que si vous écrivez une formule qui dépend que de la densité, la formule ressemble beaucoup. Si vous comparez entre haut et bas, ça ressemble beaucoup, sauf que les nombres qui sont la position des ions A et des ions B, ici c'est remplacé par un gradient, I gradient K. Et dans la première formule, j'ai séparé UNB étoile et UNB, mais si je les mets ensemble, je vois que seul le module de la fonction d'onde intervient dans le premier cas. Donc dans la formule numéro 1, seul le module de la fonction d'onde intervient. Dans la formule numéro 2, il y a la phase de la fonction d'onde qui intervient. Donc ce ne sont pas les mêmes phases, ce ne sont pas les mêmes formules. Donc on peut les calculer les deux. Alors je vous montre ce que ça donne et le résultat est assez différent. Donc ici, c'est la polarisation électrique de la chaîne de Rice-Meller en fonction du paramètre θ qui me dit où je suis dans le modèle. C'est le paramètre qui règle mon modèle, hein, qui fait varier grand delta et petit delta. Vous voyez qu'en bleu, c'est la formule qui sort, c'est la polarisation qui sort de la formule de Zach et qui donne une polarisation qui a bien le fait d'être périodique de période pi et pas 2pi. Quand vous avez fait entre 0 et pi, vous avez déjà tout fait. Et vous voyez que la deuxième formule, celle qui dépend de la densité, ben, elle ne respecte pas cette symétrie, elle a une sorte de bizarrerie, et puis elle est presque jamais d'accord, sauf dans cette région, avec la première formule. Alors, un autre moyen de se convaincre que celle qui est correcte, c'est Zach et ce n'est pas la densité, c'est de faire le calcul pour des chaînes ouvertes. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas le problème avec la périodicité. Je prends une chaîne ouverte de taille finie, et quand j'ai une chaîne ouverte de taille finie, je peux utiliser les formules standards qui n'utilisent que la densité de charge. Il n'y a pas de problème avec l'invariance par translation parce qu'il n'y a pas d'invariance par translation. Donc, il n'y a pas de quantum de polarisation. Et je peux utiliser la formule de la densité de charge. Et donc, si vous faites ça, vous pouvez comparer ici en rouge, c'est une chaîne ouverte avec 100 sites. Et en bleu, c'est le résultat de la phase de Zach. Et puis, dans le panel de droite, ici, c'est une chaîne ouverte, mais avec un nombre impair de sites. Et à ce moment-là, vous avez les courbes qui sont en orange et en vert. Et vous voyez que si on augmente la taille de la chaîne, on voit qu'on va tendre vers la formule de Zach et pas du tout vers la formule de la densité. Dans la partie gauche, pourquoi on a des trucs tellement grands? Vous vous rappelez que quand on prend réellement le système qui est invariant par translation, alors la polarisation n'est plus que définie modulo le quantum de polarisation. Donc tout ce qui déborde plus loin que moins 1,5 plus 1,5, il faut que je le ramène entre moins 1,5 plus 1,5. Et là, je retombe bien sur le bleu. Bon, alors je vois qu'il faudra que je conclue. Donc je vais finir avec comment on peut caractériser un isolant de bande 1D et pourquoi il y a deux familles. Alors, on va le voir qu'il y a deux familles ou deux classes uniquement si on a la symétrie d'inversion. Parce que si on a la symétrie d'inversion, alors la polarisation électrique, elle prend une valeur quantifiée. En effet, sous l'inversion, la polarisation, elle se transforme en moins la polarisation. C'est l'inversion d'espace. Si c'est une symétrie, ben ça veut dire que moins P doit aussi être égal à plus P. Et puis, on se rappelle qu'on est en train de parler d'un système invariant par translation et que donc P est défini modulo un quantum de polarisation. Et donc, P égale moins P, il y a deux solutions. Soit P est nul, soit P est égal à un demi-quantum de polarisation. Donc, il y a effectivement deux familles. L'angle que j'avais introduit pour caractériser la polarisation électrique, soit il vaut 0, soit il vaut pi. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve pour les gens qui sont familiers de l'électromagnétisme des diélectriques. Vous avez deux constantes qui décrivent un diélectrique. Vous avez un epsilon qui s'appelle la constante diélectrique, et vous avez un terme qui dépend d'un angle qui s'appelle θ, mais en fait, ce θ, dans l'électromagnétisme des matériaux, c'est rien d'autre que la polarisation électrique. Donc, on a un invariant topologique qu'on peut appeler un Z2, c'est une quantité qui vaut soit 0, soit 1, suivant que la polarisation est nulle ou égale à un demi-quantum de polarisation. Donc maintenant, on peut se poser la question, quand est-ce que j'ai la symétrie d'inversion dans le modèle de Rice-Meller? Il n'y a que deux valeurs particulières paramètres où on a la symétrie d'inversion. C'est soit quand on est sur la chaîne SSH, soit quand on est sur la chaîne onde de densité de charge.
Donc, soit quand on a uniquement la dimérisation et pas l'énergie sur site alterné, ou alors au contraire quand on n'a que l'énergie sur site alterné et pas la dimérisation. Dans un cas, SSH, la polarisation est nulle, on le voit ici, on peut le voir ici aussi, et dans l'autre cas, soit elle vaut moins 1,5, soit elle vaut plus 1,5, mais moins 1,5 c'est égal à plus 1,5, parce que c'est modulo 1 ici, c'est modulo PQ. Donc, conclusion, la chaîne SSH, c'est un isolant trivial, sa polarisation électrique est nulle. Et la chaîne d'onde de densité de charge, c'est un isolant topologique, sa polarisation, c'est le demi-quantum de polarisation. Et ici, vous avez des représentations schématiques, c'était ça l'image sur le premier transparent. C'est dans le cas SSH, on a ce qu'on appelle un isolant moléculaire, c'est-à-dire l'électron, l'endroit où on a envie de le localiser pour calculer la polarisation électrique, c'est au milieu entre les ions. Mais vous voyez que ça veut dire qu'on a affaire à des dimères. J'ai une molécule ici, plus 1,5, moins 1 pour l'électron, plus 1,5. Puis j'ai un autre dimère ici, mais des dimères neutres, donc de polarisation nulle. Donc j'ai un cristal qui est formé de dimères neutres, donc je n'ai pas de polarisation. Alors que la chaîne onde de densité de charge, là j'ai plutôt un isolant ionique. Ici j'ai une charge de plus 1,5. Et sur ce site, j'ai plus 1,5 à cause de l'ion, mais j'ai moins 1 à cause de l'électron. Donc j'ai plus 1,5, moins 1,5, plus 1,5, moins 1,5, plus 1,5, moins 1,5. Donc là, j'ai un isolant ionique, ça ressemble à du sel. Et ça a une polarisation maximale qui est le demi-quantum de polarisation. Bon, donc je vais m'arrêter là. Donc sur la partie générale, peut-être les messages les plus importants, c'est de retenir que la théorie des bandes, c'est pas seulement à propos des bandes d'énergie, mais qu'il y a aussi des quantités physiques qui dépendent des fonctions d'onde, que les phases de Berry, c'est une nouvelle famille d'observables quantiques qui ne correspondent pas à des opérateurs hermitiens, et on en a besoin puisque en réalité il existe déjà des quantités classiques qui sont des angles, et que la notion d'isolant topologique, c'est le fait qu'il y a plusieurs types d'isolants de bande qui sont classifiés par des entiers. Et puis sur la partie polarisation électrique, les points à retenir, c'est que pour parler correctement de polarisation électrique, il faut faire très gaffe d'inclure les ions, parce que sinon, si on parle que des électrons, on oublie que le système il doit être électriquement neutre et on se trompe. Que quand on a un système périodique, on a une grosse surprise, c'est que la polarisation, ça devient un angle. Et que dans ce cas-là, la formule correcte qui donne la polarisation électrique, elle fait intervenir une forme de phase de Berry, mais un peu bizarre, qui s'appelle la phase de Zach. Et le dernier point, c'est la réponse à la question qui était sur le premier transparent. La chaîne SSH, elle décrit une seule phase gapée, et pas deux. En fait, elles sont... Que la dimérisation soit positive ou négative, c'est le même système une fois qu'il est invariant par translation, et elle a une polarisation nulle, donc c'est un isolant trivial. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors peut-être, soit tu poses la question puis tu la répètes. Oui. Pour la polarisation électrique, ça fait un cas AD. Donc maintenant, je prends un cas 2D. Je trouve pas ça norme. Alors, il y a André qui pose la question suivante, qui est, j'ai pris un cas 1D, si on prend un cas 2D, est-ce que la polarisation électrique, ça dépend toujours d'un seul angle ou de deux angles? Donc, je crois que ça dépend de deux angles, puisque maintenant, on a une zone de Brillouin 2D, on peut avoir une phase de Zach comme ça, dans la direction KX, et puis une phase de Zach dans la direction KY. Donc, oui, je crois qu'il y a deux angles dans ce cas. En fait, j'ai pas réfléchi, enfin, je sais qu'il y a deux angles, mais je n'ai pas réfléchi très fort au cas 2D. Mais je sais qu'il y a une subtilité avec le fait de passer de 1D à 2D. En fait, on n'y passe pas trivialement. Donc, il y a une histoire de non-commutation entre les opérateurs position dans la direction X et Y. Jean-Noël, Oui. attends, je peux poser une question? C'est Hélène. Oui, bien sûr.
Oui, dis-moi, je voulais revenir à la polarisation de ton anneau. Et bon, ben, j'ai une question très bête. C'est qu'est-ce qui se passe si tu mets, alors c'est peut-être rien du tout d'ailleurs, mais si tu mets un fluaronov-baume dans l'anneau? Qu'est-ce qui se passe si je mets un flux à monopône dans l'anneau? Peut-être Euh, peut-être rien, parce qu'il est vaguement isolant, j'ai l'impression, mais Ben, si, peut-être. si, il se passe quelque chose, on peut faire du pompage adiabatique à la Taules. D'accord, donc on doit pouvoir mesurer cette polarisation qui oscille avec le flux. Oui, et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, on a réfléchi à ça avec Frédéric. Donc la surprise là, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait déjà un effet pour une période qui est 2 fois moindre que ce qui est attendu. D'accord. Parce que ça, autant mesurer une polarisation absolue, c'est un truc horrible, mais autant mesurer une magnétopolarisation, c'est quelque chose qui se fait beaucoup mieux. D'accord. Parce qu'il faut, par exemple, sur des anneaux de polymères dimérisés, enfin, Bon, ouais, il faudrait peut-être y réfléchir. Ouais. J'ai un peu l'impression d'être Thomas Pesquet, là, mais on me parle, je vois pas. C'est Hélène qui est dans la lune, là, non? ben, ok. Non, je la vois pas. Du coup, Hélène, elle disait que ça se mesure plus ou moins bien. Comment ça se mesure, ces polarisations? Et donc ça, c'est une question pour Hélène, quoi. Bah, je sais Ouais. pas, peut-être que tu peux répondre. T'as entendu la question, Hélène? Alors attends, ben, je sais pas, attends, non, j'ai mal entendu parce que en fait, c'est qui pose la question là? Ah, mais la question ne dépend pas de qui la pose. Mais la réponse. Ouais, c'est Manu. Non, mais non, excuse-moi, c'est que j'ai mal entendu la deuxième question. Ouais. Ouais, Manu demande comment on mesure une polarisation électrique. Oh, ben, ça, il suffit de mettre. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a longtemps avec des anneaux alors en semi-conducteur. Hein, eh bien, on fait une capacité, et on met et on mesure on met les anneaux dans la capacité. Alors, on fait une mesure en fait 2D, c'est-à-dire on fait une capacité interdigitée et on range les anneaux dans les peignes de la. Enfin, il faudrait que je puisse faire un petit dessin, mais et puis à ce moment-là, on peut mesurer. Alors, bon, nous, on avait fait la manip pour un réseau d'anneaux. Hein, il y a longtemps, c'était. Oh là là, c'était il y a très très longtemps. Il y a 20 ans à peu près. Et on avait vu, effectivement, on n'avait pas fait une mesure absolue de la polarisation, parce que ça, on n'aurait pas été capable de faire, mais on avait vu justement comment cette polarisation oscillait avec un flux Arnaud-Bohm. Et dans ce cas-là, c'était purement un effet mésoscopique, parce qu'on avait effectivement un anneau qui était conducteur, et effectivement, donc on avait une magnétopolarisabilité qui était relativement bien comprise. Mais en fait, il faudrait maintenant faire ça avec des polymères, par exemple du polyacétylène bouclé. Ça s'appelle un annulène. Je sais que ça existe en fait. Il y a des gens qui font ça. Il faudrait pouvoir, par contre, il faudrait bien pouvoir les mettre dans une capa comme ça. Enfin, mais c'est quelque chose qui doit être possible si on arrive à avoir les molécules. Et si on est capable de mettre, il faut quand même qu'elles soient assez grosses parce qu'il faudrait quand même qu'on mette un fluaronov-boom dedans. Donc, ça doit être beaucoup plus gros qu'une molécule de benzène. Et la molécule de benzène, elle n'est pas dimérisée. Mais si on fait des annulènes, par exemple, je ne sais pas, il y a la famille, il y en a certaines qui se dimérisent comme C20H20, on peut faire des grosses molécules comme ça. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est peut-être possible à faire. Ok, merci. Oui, une question qui me fascine toujours, c'est la correspondance bord-volume. Peut-être en dire un mot. Enfin, donc, si tu as le système qui n'a pas de bord, dont on connaît toutes les propriétés, on connaît les UN, on connaît les fonctions nombres, etc. Et quelque part, c'est codé là-dedans le fait que si on met un bord, on va avoir tant d'états de bord qui est le nombre de Chern. Bon, je le sais bien, mais des fois, je me pose la question, enfin, comment on pourrait dire ça le plus simplement possible? Tu l'as peut-être dit, mais moi, j'arrive pas encore à... Voilà, ça se voit, mais comment le dire le plus simplement possible?
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Gilles qui demande comment est-ce qu'on peut voir ou comprendre simplement la correspondance bord-volume. Donc, dans l'exemple de l'effet Hall quantique, c'est une correspondance entre nombre de Chern ou conductivité de Hall en volume et de nombre d'états de bord si on a un système qui a des bords. En fait, dans la chaîne SSH, il y a aussi une histoire de correspondance entre une propriété de volume et une propriété de bord, mais j'étais un peu surpris parce que dans ce cas-là, ce n'est pas une correspondance entre un nombre d'états de bord ou de mode 0 ou un truc comme ça, mais dans le contexte de la polarisation électrique, c'est plutôt une correspondance entre la polarisation électrique de volume et la charge accumulée à la surface. Ça, c'est parce que c'est Z2 alors que. Ouais, sans doute. Alors que c'est Z pour. Mais en relisant ça, j'ai fini par retomber sur un truc qui avait excité beaucoup les gens, qui étaient les charges des solitons. Et notamment le fait que la chaîne Rice-Meller, elle a des charges de solitons, mais qui sont ni 0 ni 1,5, mais qui sont des valeurs qui peuvent être irrationnelles ou autre chose. Donc il y a effectivement ça. Si on fait une chaîne Rice-Meller de taille finie, les charges qu'on attend à la surface de la chaîne Rice-Meller, il y a un lien avec la polarisation de volume, mais ce n'est pas comme dans l'effet Hall quantique, un lien en termes de nombre entier en volume et nombre de mode 0 ou de mode de bord sur la chaîne. Donc, il semble qu'il y ait toujours un lien, mais moi non plus, je ne comprends pas la généralité de cette correspondance entre le bord et le volume. Parce que Chern, c'est quand même une propriété assez particulière, Ouais. qui est codée dans ces fonctions d'onde, et les états de bord, on les voit tout de suite. Oui. C'est dans le spectre. Le spectre révélé au bord n'a pas d'informations sur les fonctions d'onde, alors que pour avoir les mêmes informations en volume, on a besoin des fonctions d'onde. Oui, effectivement, ça c'est un point que je ne comprends pas bien. Oui. Du coup, comme on parlait des effets de bord, il y a une question qui m'est venue, c'est si au lieu de prendre une chaîne infinie, on prend une chaîne finie, est-ce qu'on a des effets de bord un peu comme dans le système de Chern, mais au niveau des bords de la chaîne, et si oui, comment ça se manifeste? Donc, si on prend une chaîne finie de Rice-Meller, ouais. Bah, dans ce cas-là, le truc. Ouais, ah oui, pardon, j'ai oublié de reposer la question. C'est qu'est-ce qui se passe si on prend une chaîne de taille finie avec des bords? Comment se manifeste quelque chose de particulier au niveau des bords? Donc, dans la chaîne de Rice-Meller, ce qui se produit quand on prend une chaîne de taille finie, alors je n'ai pas préparé de transparence sur ce point-là, mais c'est un point assez intéressant, c'est que la chaîne en entier se met à se comporter comme un dipôle électrique. Donc on peut penser qu'on a le volume du système qui n'est pas chargé électriquement, et on a une charge moins Q qui est localisée d'un côté, et on a la charge opposée plus Q de l'autre côté. Donc le tout se comporte comme un gros moment dipolaire électrique, et le moment dipolaire de l'ensemble de la chaîne, il reproduit la valeur de la polarisation de volume. Donc c'est un peu ce que je montrais ici. C'est-à-dire que si on compare ce qui est en rouge, c'est le calcul pour une chaîne ouverte de taille finie, en rouge ici, là. Et en vert et orange, là, c'est pareil, c'est pour une chaîne de taille finie. Alors, il y a deux images parce qu'il y a un effet pair-impair. Alors, il y a les chaînes paires à gauche et les chaînes impaires à droite. Mais à part ça, on voit qu'effectivement, ce qu'on calcule pour la chaîne de taille finie, ça correspond bien à ce qu'on calcule avec une formule qui n'a rien à voir, hein, puisque pour la chaîne de taille finie, il suffit d'avoir la densité de charge. Donc, il suffit d'avoir le module des fonctions d'onde. Il n'y a pas besoin d'avoir deux phases. Alors que pour faire le calcul, quand le système est invariant par translation, on n'y arrive pas si on prend que le module de la fonction d'onde. Donc il y a effectivement un lien comme ça entre... on a deux trucs qui a priori n'ont rien à voir, et quand on fait le calcul, on a la surprise de se rendre compte que ça colle exactement. Ouais. Jean-Noël ? Oui. Excuse-moi, j'ai encore une autre question. Tu sais, il y avait eu ces manips là sur de STM
sur les rubans de graphène. Je sais que tu les aimes pas, mais je me souviens plus trop pourquoi. Où tu vois effectivement de la charge, enfin, tu vois très bien qu'il y a une accumulation de charge en bout de chaîne. Et ça dépend effectivement de là. Alors, je me souviens plus trop, enfin, il y a eu pas mal de manip là-dessus, mais c'est interprété avec un modèle de type SSH. Et suivant le nombre de canaux transverses du ruban, tu as certaines chaînes qui effectivement montrent ces états de bout, enfin, ces états de bord, et donc tu vois bien en STM et d'autres non. Est-ce que Moi, je me souviens plus de cette manip, je me souviens plus pourquoi je l'aimais il pas. y en a eu plusieurs, mais tu disais que J'ai c'était. peut-être changé d'avis. Non, mais je peux les retrouver, hein, mais Oui, je oui, sais qu'il mais y je avait pas mal de serais choses dans cet esprit-là. Alors, c'était en fait pour modéliser, enfin, ça s'interprétait avec du SSH. D'accord. Mais alors, un des trucs que je n'ai pas dit ici et qui, moi, m'a surpris dans les calculs, c'est qu'on a des charges de bord, même quand il n'y a pas d'état de bord. Donc, pour certaines chaînes, dans Rice-Meller, il n'y a pas d'état de bord, c'est-à-dire quand on regarde le spectre, il n'y a rien dans le gap, et néanmoins, on a des charges accumulées aux deux extrémités. Donc, le volume lui-même est capable de faire des fonctions d'onde qui accumulent de la charge sur un bord ou sur l'autre. Donc ça m'a surpris pendant un moment, mais je me suis souvenu de trucs qu'on enseignait sur les ondes dans les tuyaux avec des conditions au bord différentes aux deux bords. Quand on fait le résonateur acoustique, on peut faire le tuyau où il y a un nœud du mode à gauche et puis il y a un ventre à droite. C'est des conditions mixtes où c'est la corde d'un côté qui est tenue et de l'autre côté, elle est en oscillation libre sans frottement. Et là, on a des fonctions d'onde de volume qui ont un ventre d'un côté, qui ont un nœud de l'autre, et donc qui accumulent de la proba d'un côté. Donc c'est ce qui se passe dans Rice-Meller, là. On peut avoir de la charge accumulée sur les bords, même sans état de bord. Jean-Noël? Oui. C'est Marco, là. Salut. Salut. J'avais une question, si tu veux. En particulier dans la chaîne de Rice-Meller, je me demandais, mais tu ne peux pas avoir des défauts topologiques comme des solitons, des choses comme ça, qui donnent lieu à une dynamique un peu bizarre de la polarisation à ce moment-là? Si, alors la chaîne de Rice-Meller, elle avait été inventée pour ça, quoi. C'est Rice et Meller qui avaient proposé une généralisation de SSH pour faire des défauts topologiques au milieu de la chaîne, donc des solitons, et qui portent des charges irrationnelles. D'accord. C'était ça leur grande découverte, c'était d'avoir réussi à faire un modèle où les charges des solitons, c'était pas que 0 ou 1,5 comme dans SSH, mais que ça pouvait être n'importe quoi entre moins 1,5 et plus 1,5. D'accord. Pas d'autres questions dans l'amphi? Pas d'autres questions sur le réseau? Non. Bon. Non. Merci Jean-Noël. Bon, merci pour l'invitation. J'ai appuyé, ça a enregistré.